Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier brûlant consacré à l'axe 2 de nos échanges sur la création d'une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour ce numéro, nous allons, avec nos invités, nous pencher sur le volet économique de cette alliance des pays des États du Sahel, lequel volet avait été abordé en filigrane et qui a suscité, bien entendu, ce plateau. On en vient au fait, aux annonces, bien entendu, des ministres chargés de l'économie de l'AES, dont la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, la création d'une compagnie aérienne. Bien sûr, on parlera du projet régional de corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey, qui a vu se réunir ce 14 décembre à Ouagadougou les ministres des Transports du Burkina, du Niger et du Togo, dont l'objectif vise à améliorer la connectivité régionale et pourrait servir la cause des pays de l'AES, des pays totalement enclavés. L'enjeu ici, dans ce numéro, c'est de voir les réalités et les opportunités d'une union économique entre ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et sur ce plateau, deux économistes qui nous font l'amitié de revenir, ils étaient sur le précédent numéro. Eman Douagno, je m'en vais vous le présenter. Eman Douagno est expert en finances publiques. Il est le secrétaire exécutif du CRFP, qui est le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Eman Douagno, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina, qui regroupe plus de 1000 organisations. Mais vous êtes sur ce plateau en tant que secrétaire exécutif du CRFP. Et puis en face de vous, Nongeneba Benjamin Zumba, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes docteur en sciences de gestion, spécialisé sur les questions de stratégie et d'entrepreneuriat. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Voilà. Merci encore d'être venu sur ce plateau, d'être revenu sur ce plateau pour nous entretenir sur les questions économiques de l'AES, les pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, le 25 novembre 2023, les ministres de l'économie et des finances de l'Alliance des États du Sahel ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire. Mais pas que, il y a eu beaucoup de recommandations. On va vous permettre de suivre ce récit signé Pélagie Dibré et Annick Sarayamego et ensuite on reviendra sur ce plateau. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, formant l'Alliance des États du Sahel, ont tenu la toute première réunion ministérielle de l'organisation les 23 et 24 novembre 2023 dans la capitale malienne. Plusieurs recommandations ont été formulées pour asseoir les bases d'une véritable intégration économique et financière au sein de la nouvelle alliance. Composée essentiellement d'experts et agents des services économiques, les participants à cette rencontre avaient pour mission de dégager les obstacles d'une intégration économique et financière solide pour les peuples de la zone dite des trois frontières, longtemps craints par les projets de développement extérieur. Il était question pour les experts du Mali, du Burkina et du Niger de travailler sur des thématiques en lien avec le développement et aussi les défis, les enjeux et actions à mettre en œuvre pour accélérer le processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Les questions relatives aux échanges commerciaux, la circulation des biens et des personnes de l'espace AES, la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que la transformation industrielle et le financement ont été minutieusement examinés. De ces examens découlent de nombreux constats non reluisants à prendre impérativement à bras le corps. Les ministres ont noté entre autres que la gestion des finances publiques est marquée par des difficultés de financement, de déficit budgétaire des États membres ainsi que la faiblesse du financement du secteur privé. Ils ont également indiqué que le taux d'accès à l'électricité dans les trois pays reste faible. Après énumération des carences qui affectent le développement de l'Alliance des États du Sahel, des pistes de solutions ont également été dessinées, parmi lesquelles l'accélération de la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l'AES. On note également l'accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les trois États.
La mise en place d'un dispositif de sécurité alimentaire commun aux 3 États de l'Alliance à travers des organes dédiés. La réalisation des projets de centrales nucléaires civiles à vocation régionale fait également partie des recommandations. Ces dispositions viennent ainsi ajouter et renforcer la coopération déjà existante en matière de défense et de sécurité, singulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dans la zone du Liptako-Gourma, fer de lance de la création de l'Alliance des États du Sahel à travers la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023 à Bamako. Voilà, retour sur ce plateau avec mes 2 invités, Eman Douagno et Benjamin Zumba. Alors, on vient justement de suivre, en même temps que les téléspectateurs, ces différentes recommandations des ministres de l'AES. Beaucoup d'annonces, beaucoup de recommandations. Déjà, Eman Douagno, comment vous avez accueilli ces annonces-là? Merci beaucoup, Lassana. Merci à Burkina Info de nous prêter donc cette tribune pour échanger sur cette question assez brûlante et qui est d'actualité. Il faut dire que l'annonce, justement, les implications économiques donc, de l'Alliance des États du Sahel sont, j'allais dire, une nécessité. Parce que faut dire que ce qui a même prévalu à cette alliance, qui est la gestion de la crise sécuritaire que connaissent ces 3 pays, a aussi, suscite aussi une réponse, ou nécessite aussi une réponse économique. Et la réponse économique, je crois que les différents dirigeants de ces 3 pays ont estimé qu'ils ne doivent pas faire cavalier seuls et qu'ils doivent se mettre ensemble pour mutualiser les énergies et les efforts sur le plan économique en vue donc de pouvoir offrir aux populations quand même des subsides et les faire sortir donc de l'extrême pauvreté qui souvent amène des jeunes à s'embarquer dans une aventure, j'allais dire, très risquée, qui est de s'enrôler donc aux côtés des forces terroristes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et comme c'est en gestation, je crois que la réflexion incombe à tous les citoyens de ces 3 pays-là, de pouvoir donc donner une suite qui semble être une suite réaliste, je veux dire réaliste donc à ces recommandations, et aussi une envergure que ces 3 pays pourront porter. Et donc c'est avec vraiment une grande satisfaction que moi j'accueille ces différentes recommandations qui, je dirais, sont actuellement pour l'instant j'allais dire réaliste, mais bon, les réflexions. Toutes les annonces sont réalistes. On y reviendra. Peut-être que je vais donner des critères de réalisme. Okay. Je crois que c'est beaucoup plus l'envergure que l'on donne un peu à toutes ces recommandations. Et aujourd'hui, je me dis également que nous avons quand même les capacités justement d'aller à cette intégration véritable que les peuples attendent depuis longtemps. Zumba, Benjamin, oui. Vous avez la même impression par rapport à ces annonces de bonne intention, suscitées bien entendu comme il a relevé par la crise sécuritaire, les mêmes défis de ces 3 pays-là. Alors merci une fois de plus à M. Ouedraogo et à Burkina Info de nous donner l'occasion effectivement de nous exprimer sur ce sujet qui est un sujet important, aussi bien pour ceux qui prennent les initiatives que pour nous en tant qu'éléments du peuple. Peut-être ce que j'avais effectivement à dire à ce niveau, je reconnais que effectivement nous sommes dans une situation de crise qui est quand même inédite, et en général il me semble que les situations de crise inédites c'est aussi des occasions pour espérer faire des choses extraordinaires. Donc on doit oser avec cette situation-là. Donc il faut donc considérer ça comme étant une opportunité pour pouvoir faire, relancer un nouveau cycle, vraiment. Donc dans ce sens-là, on peut comprendre, et je pense même qu'on peut être d'accord qu'on ose, que les autorités osent. Mais avant peut-être d'aller au fond, ce que je voudrais aussi relever, c'est que il me semble quand même qu'il y a une question de forme
donc voilà, qu'il faut peut-être relever parce qu'effectivement on parle des implications économiques de l'AES. Alors, et effectivement on a vu que ce sont les ministres de l'AES qui sont réunis pour faire des recommandations. Mais la question qu'on peut aussi se poser, l'AES en tant que structure, en tant qu'entité, qui a une charte. Dans la charte de l'AES, c'est dit clairement à l'article 2, son objectif, qui est un objectif de défense, de coopération militaire de défense. Donc il n'y a pas des objectifs économiques dans la charte de l'AES. Voilà. Donc ce qui fait que... Finalement, est-ce que l'AES n'est pas en train de se muer par rapport à l'émission précédente qu'on a eue justement sur ce plateau, à une confédération, laquelle confédération, vous l'aviez dit, je pense au numéro précédent, n'a pas besoin aussi d'avoir l'aval du peuple. Les dirigeants peuvent amener justement les populations ou ces peuples-là à une confédération. Peut-être qu'il s'agit au niveau de la fédération d'avoir justement l'aval du peuple, si j'ai bien compris. Oui, mais ce que je voulais compléter, c'était que effectivement, les initiatives économiques dont on voit, si on veut être rigoureux, on peut effectivement comprendre que les trois pays coopèrent, prennent des initiatives économiques. Mais ce n'est pas dans le cadre aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est dans le cadre de l'entité économique. Est-ce que vous sous-entendez que l'Alliance des États du Sahel doit rien que s'appesantir sur la question sécuritaire et justement laisser le volet économique à d'autres... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'on doit faire l'analyse de manière rigoureuse et constater que l'AES, dans ses objectifs, ce qui ressort de la charte, le cadre juridique aujourd'hui, ne lui permet pas de faire ce qu'il veut faire. C'est ce que je veux dire. Le volet économique. Voilà, le volet économique. Ça ne lui permet pas de faire ça. Maintenant, mais ça ne veut pas dire pour autant que, même sans l'AES, on peut faire donc ces initiatives économiques, ces coopérations-là. On a bien d'autres initiatives qui ont été faites en amont, avec peut-être d'autres pays même, sans qu'il y ait donc des chartes de ce genre. Donc je veux dire que la charte, en tout cas rigoureusement parlant, ne permet pas de faire, c'est pas sur la base de la charte de l'AES qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, je peux comprendre qu'on évolue. Voilà, que la charte peut évoluer. Dans ce cas aussi, on peut la compléter. Et je pense même que ça doit être complété. Voilà, c'est ce que je voulais relever. Alors, pour vous comprendre, la charte est en dehors justement de l'idée même de la création d'une confédération. Oui. Oui. Il faut faire la part des choses entre l'AES et la confédération annoncée entre ces trois pays. C'est ce que vous dites. C'est ce que je veux dire. Edmond Dogno. Oui, merci. Merci, Dr Zumba, d'avoir, j'allais dire, mis le doigt sur justement cette charte. Mais moi, j'ai beaucoup plus une autre lecture. Laquelle? Vous savez, comme on l'a dit, hein, l'Alliance des États du Sahel, j'allais dire, est née suite à une crise. Et comme on l'a relevé, c'est vrai qu'on a dit que c'est la coopération militaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la crise auquel ces trois pays-là font face doit être réglée seulement sur le plan militaire? Je me dis que dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut mutualiser les efforts militaires. Mais il faut aussi envisager que, ça c'était pour aller peut-être rapidement, mais il faut envisager que justement on puisse aussi, j'allais dire, mettre le doigt ou engager des actions ou des initiatives économiques en appui ou en appoint aux actions militaires. Et c'est là où quand même, moi je ne dirais pas que c'est en dehors de la charte, ce n'est pas encore complété. Mais c'est la réflexion qui est menée et in fine, comme il l'a aussi relevé, cette charte-là connaîtra certainement une révision ou un additif qui va donc traiter donc des questions économiques, parce que là on parle effectivement d'implications économiques. Bon, on ne peut pas se mettre ensemble pour gérer une crise militaire ou une crise sécuritaire et puis ne pas voir le volet économique, parce qu'il y a forcément des retombées économiques, il y a forcément, comment on appelle ça, une économie de guerre qui s'est développée. Bon, en même temps, est-ce que dans l'élaboration justement de cette charte, il ne fallait pas prendre en compte justement le volet économique, puisqu'on ne peut pas faire la guerre sans le nerf de la guerre, on avait sans l'argent, sans développer des réflexions pour savoir comment intégrer en fait ces aspects.
Aujourd'hui, je crois que c'est cette réflexion, en fait, ce sont ces idées-là qui sont lancées. Et il y a même eu un comité qui a été mis en place pour encore peaufiner un peu toutes ces réflexions donc, issues de la rencontre des ministres donc, en charge de l'économie donc, de ces trois pays. Et je me dis que justement, après on aura quand même la quintessence, la substance de pouvoir mettre dans la charte objectivement les éléments et les plates-bandes sur lesquels nous allons aller sur le plan économique pour pouvoir donc mettre les pays là ensemble. Et aller à une confédération, pourquoi pas une fédération? Bon, oui, c'est pas... Ou bien faut-il encore élaborer la charte, enfin retravailler la charte pour parler du volet économique et après revenir encore sur les questions de confédération où il faut faire appel au peuple ou pas. Oui. Voilà, je pose la question. Oui, je crois que... En même temps, est-ce que ça ne donne pas l'impression que les choses sont faites dans la précipitation? Non, moi je ne dirais pas la précipitation, mais je dirais que nous n'avons pas le temps encore d'attendre. Ça veut dire on a tellement attendu depuis les indépendances qu'aujourd'hui on s'est rendu compte de la nécessité de nous intégrer. Moi je dirais même que à partir donc de la signature donc, du pacte, les trois pays se sont rendus compte qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est ce qui a suscité donc les auto-réflexions, y compris la confédération et puis la fédération qui va venir par la suite si tout marche bien, et les aspects économiques dont nous sommes en train de parler. Alors, je vois que vous piaffez d'impatience, allez-y. Oui. Vous voulez réagir sur ce qu'il dit? Je suis, oui. Allez-y, donc pourquoi on évolue dans le débat? Le fait effectivement que la charte peut évoluer, et je pense que ça devrait évoluer. Mais pour moi, justement, tout ça, a priori, ça m'inquiète, a priori. Comme je l'ai dit, je suis d'accord qu'il faut oser, il faut le faire, mais la façon dont on évolue, pour moi, c'est de la précipitation, une sorte d'impréparation, ou encore si on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller. Vous voyez? Sinon, en moins d'un an, on va devoir modifier une charte pour un ensemble de pays. Pour moi, il y a de la réflexion stratégique qui n'est pas suffisamment faite en amont. C'est l'impression que ça me donne. Que vous avez. Voilà, donc ça c'est inquiétant. Okay. Ça peut inquiéter parce qu'on se demande s'il sait où est-ce qu'il veut aller. Ça vous inquiète sur les actions qui seront déroulées, sur les annonces qui sont faites, notamment sur le volet économique? Mais ça se suit, ça s'imbrique. Si la stratégie ne suit pas, la tactique ne suit pas, c'est la même chose, quoi. Voilà. Okay. Donc si à la base la construction n'est pas solide, bon, on peut. C'est vrai qu'on peut les laisser dans l'action, mais ça doit inquiéter quand même. Il faut mieux se préparer, mieux articuler. Il faut mieux s'organiser, peut-être un peu plus, davantage de sérieux dans la planification, en tout cas dans la conception de la vision de la chose. Sinon, on a du mal à comprendre que tout au niveau d'un pays, on soit dans... Est-ce que ce n'est pas dans l'action qu'on arrive à rectifier justement le tir de ce qu'on fait, de ce qu'on propose? Alors, on aurait pu dire ça si c'était la première fois qu'on fait ça. Il y a plusieurs... on a beaucoup de ce type d'organisations. Hein. Déjà, vous avez l'autorité du Liptako Gourma qui est là, dont ils se sont inspirés. Bien entendu. Ou ça, c'était déjà décrit. Pourquoi ils n'ont pas pris ça en compte déjà? Les questions de développement sont traitées, sont prises en compte dans la charte du Liptako Gourma. Pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Okay. Ouais. Donc on a l'impression qu'on se précipite, on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller exactement. Donc, ou encore on sent des choses, on essaie, on réagit, on saisit des opportunités sans profondément que ça soit vraiment structuré. Et donc ça peut quand même inquiéter dans un premier temps, quoi. On va vite faire d'évacuer si vous voulez plus revenir dans le vif du sujet. Je vois que vous voulez réagir. Oui, rapidement. Hein. Allez-y. Je suis d'accord qu'on peut avoir l'impression que les choses, en fait, qu'on est dans une précipitation et non de prendre le temps de bien faire. Mais moi, je dirais même que c'est justement pour éviter cette précipitation et aller droit dans le mur que justement ces réflexions sont menées. Pour moi, les organes même de l'AES sont en construction. Rien n'est encore définitif. Et même sur le plan militaire,
qui a amené premièrement les 3 pays à se mettre ensemble, ce n'est pas encore totalement abouti. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans la construction et dans la réflexion permanente pour quand même que soit une base vers laquelle sur laquelle les gens vont construire donc le socle même de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un rien pour que l'AES soit balayé. Mais pour que l'AES ne soit pas, c'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, ne subisse pas le même sort que les expériences que nous avons connues de par le passé, il faut prendre le temps justement de repenser bien l'AES et avec tout ce qui va avec. Parce que il ne faudrait pas aussi que ça soit une organisation pour les dirigeants ou les chefs d'État de ces pays-là, mais une organisation pour les communautés de ces pays. Et c'est aujourd'hui ce qui touche vraiment, j'allais dire, à la vie quotidienne donc, de ces populations-là, c'est d'abord la question sécuritaire. Parce qu'on ne peut plus se mouvoir comme elles veulent. Elles ne peuvent plus mener d'activités économiques. Il faut aussi les trouver de quoi donc pouvoir juguler. Mais ça ne peut pas venir immédiatement. Donc, il faut imaginer quelle infrastructure structurante mettre en place pour pouvoir permettre à ces peuples-là de porter des activités économiques qui vont générer des revenus et leur permettre de vivre dignement. Donc, pour moi, on est toujours dans la réflexion. Et je ne trouve pas que c'est de la précipitation. Je trouve même que c'est le bon moment, justement, de lancer la réflexion et de commencer à bâtir quelque chose de solide. Alors, je vous prends au mot, vous avez dit qu'il suffit d'un rien pour que l'AES soit balayée, c'est ce que vous avez dit, si je vous ai bien compris. On est toujours en construction. Oui, on est toujours en construction, voilà. Mais en même temps, l'AES donne l'impression que les peuples, justement, sont d'accord avec le projet. Qu'est-ce qui pourrait, justement, ébranler la structure naissante, justement, de l'AES? Non, la structure naissante de l'AES, il faut dire déjà que l'AES est à l'image des autres organisations communautaires. Et il y a un certain conflit, même s'il est latent. L'AES n'est pas forcément bien vu par les autres pays qui ne sont pas membres de l'AES et qui se retrouvent dans d'autres organisations communautaires. L'autre chose, c'est que l'AES aujourd'hui n'est pas encore structuré. On n'a pas encore l'arsenal juridico-institutionnel de l'AES. Donc tout cela est en construction, tout cela est en écriture. Et il faudrait que justement, à l'aboutissement, les peuples sentent que l'AES, c'est leur AES, c'est leur chose. Ce n'est pas la chose des chefs d'État, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, justement, il faut prendre le temps de bien mener les réflexions et de poser les bases pour que après, justement, le risque que l'AES puisse être balayé du revers de la main d'un rien, soit mitigé. Sur la question de la préparation. Et je trouve que nous sommes dans la préparation. Et vous trouvez que... Alors, je reste avec vous en même temps, donner la parole à Dr Zumba Benjamin. Alors, on parlait des annonces des ministres de l'économie. Vous avez dit que ce sont des annonces réalistes. Tout à fait. Oui, si on prend, je vais prendre deux exemples. Allez-y. Prenez le premier exemple. Par exemple, la création d'une compagnie aérienne. Je dirais que c'est un défi qui s'impose aux 3 États. Aujourd'hui, au Burkina, vous avez des localités qui sont inaccessibles par le sol. Donc, il faut prendre des vols pour y accéder. Du fait donc des activités intenses des terroristes au sol. Et on n'a pas une compagnie qui puisse desservir et permettre aux populations de pouvoir allier donc ces localités. Et ça, il y a déjà des compagnies locales qui sont créées. Je crois qu'il y a des... Oui, mais c'est du privé. Alors qu'ici, on est en train d'aller vers donc, une compagnie publique, donc une société d'État de 3 États. Air Burkina. Pas forcément. Moi, c'est la lecture que tout le monde a. Est-ce que en même temps, quand vous dites qu'on aura des compagnies
on aura une compagnie qui va desservir les localités qui sont justement dans les zones rouges. Ouais. Est-ce que la compagnie, même si elle est soutenue par l'État, va faire du bénévolat? C'est en même temps comme Air Burkina. Comment elle va fonctionner? Je prends un exemple. Quand vous prenez Lise Avion, qui va actuellement à Bobo, de Ouaga à Bobo, le coût n'est pas le même que quand c'était Air Burkina. Donc ça veut dire que quand on est dans le privé, on est dans le lucre. On veut maximiser le profit. Le docteur Zumba va renchérir peut-être là. Mais quand on veut permettre à des populations de se déplacer et on est dans le public, même si on fixe des coûts, on a tendance à fixer des coûts sociaux qui permettent aux populations d'accéder donc aux services, mais à un coût quand même assez réduit et supportable. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le type d'appareil de cette compagnie. Dans un premier temps, on peut opter que ce soit des hélicoptères, des Airbus, et non des Boeing ou bien des aéronefs qui coûtent très cher pour pouvoir donc lancer cette compagnie. Parce que ce soit au Niger, il y a des localités qui sont inaccessibles, du fait du terrorisme, que ce soit au Mali, il y en a. Donc c'est un défi qui s'oppose à nous. L'autre aspect, vous prenez Air France nous a boycotté à un moment donné. Pour qu'on se comprenne bien, on parle d'une compagnie aérienne de ces trois pays. Oui, une compagnie aérienne de ces trois pays, oui, qui va desservir tout l'espace de ces trois pays. Oui. Sans pour autant desservir les autres pays. Quel est l'intérêt justement d'avoir une compagnie aérienne de ces trois pays? Non, qui peut aller au-delà. Il y a d'abord le service intérieur qu'il faut assurer, et il y a maintenant le service avec l'extérieur, parce qu'on ne peut pas, on va pas vivre en autarcie, parce qu'on s'est juste mis à 3 pour et on a environ 2 millions de kilomètres carrés. Okay. Non. Alors, on va aussi essayer d'aller chercher ailleurs. Docteur Zumba va réagir, on va revenir à vous pour les autres annonces, allez-y. Oui, merci. Je pense qu'il a bien abordé effectivement ces questions-là. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est de dire effectivement que je comprends, j'ai vu effectivement les différentes suggestions, recommandations qui ont été faites par les ministres, toute une batterie. Mais je m'interroge une fois de plus en lien avec les interrogations qui ont précédé, donc à savoir exactement si toutes ces recommandations-là, pourquoi on fait toutes ces recommandations? Est-ce que nous connaissons les priorités? Si on connaît les priorités, on n'a pas besoin de 100, je ne sais pas c'est combien, ça vaut pas ça, mais on n'a pas besoin de 10 grands projets pour le moment, dans le contexte dans lequel nous sommes. Je pense qu'on a besoin de quelques projets. Mais si c'est bien analysé, s'il y avait une bonne analyse, je pense, s'il y avait une bonne analyse en amont, on ne va pas citer tous ces projets-là. Donc, une fois de plus, ça rappelle, est-ce que le diagnostic a été bien fait? Est-ce qu'on sait là où on veut aller exactement? Donc, pour moi, il y a ce problème que j'ai a priori, sans même rentrer en profondeur sur les différents projets. Parce que, bon, si on prend la question... Quels seraient les vrais projets, enfin, les projets prioritaires, selon vous, que ces pays de l'AES pouvaient mettre en place, déjà en tenant compte du contexte sécuritaire et humanitaire? Oui. Alors, ce que je vais dire, ça serait une opinion. C'est une simple opinion. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas assis sur une analyse profonde avec des données qui me permettent de dire ça. Donc, c'est une simple opinion. Voilà. Mais si je regarde un petit peu les différents projets qui ont été évoqués, par exemple, sur la question de la création d'une compagnie aérienne, moi, je ne suis pas convaincu, par exemple. Je me demande si c'est une priorité actuellement. Peut-être qu'on a besoin de mieux construire les routes, de mieux aménager les routes pour permettre aux gens, c'est ça qui concerne le petit peuple, nous autres là comme on le dit, c'est pas les avions. Voilà. Si vous prenez les aéroports, on a combien? Si vous prenez notre aéroport ici, moi qui prends à la gare du Tempoui pour aller chez moi à Yako, je pense que souvent il y a plus de monde à la gare du Tempoui qu'à l'aéroport ici. Ah bon? Donc, oui. Donc, il faut savoir les priorités. Et comme ce sont des pouvoirs actuellement qui disent que ce sont des pouvoirs populaires, il faut avoir une réflexion pour le peuple d'abord et non pas pour une certaine personne
Pour moi, c'est clair que les avions, ce n'est pas pour n'importe qui, n'est-ce pas? Donc pour moi, je ne pense pas que c'est une priorité. Même pour desservir, comme M. Douanou l'a dit, pour desservir les localités qui sont difficiles d'accès, puisque vous parlez de la route, alors qu'il y a certaines voies qui sont inaccessibles pour le moment. Non, ça c'est un exemple que je prends. Et puis après, il faut bien analyser. Vous avez vu dernièrement, il y avait par exemple la Citaraï. On a beaucoup de relations commerciales avec la Côte d'Ivoire. Le Citaraï a repris. Sans qu'on a demandé qu'ils reprennent, ça a été garé et on a vu ce que les commerçants faisaient. Ça, c'est des priorités qu'il faut regarder. Par rapport, je ne sais pas, en tout cas moi, a priori, je ne suis pas convaincu par exemple, sur cette compagnie aérienne. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a un travail, bon, il y a des annonces qui sont faites, certaines annonces, comme quand ils évoquent par exemple le fait qu'il faut construire, consolider l'architecture juridique. Là, je suis d'accord, par exemple, voilà, qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau. Si on m'évoque, par exemple, les routes, les questions de construction des routes, de développement des routes, je suis d'accord à ce niveau. Si on me parle de banques, bon, tout ça, je m'interroge. Oui, banque d'investissement, je suis d'accord. Mais déjà, on voit un peu nos fonds qui sont ici, les différents fonds publics qui sont ici. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça permet de... Donc il y a des questions quoi, quand même sur les questions de priorité mais on ne peut pas définir bien les priorités s'il n'y a pas une bonne analyse en amont. Donc sinon on va venir lancer des choses comme ça simplement. Pour évacuer la question de la compagnie aérienne, justement quand on regarde Air Afrique, enfin l'exemple de Air Afrique, est-ce que aujourd'hui, comme il a relevé, il ne faut pas justement maximiser ou mettre l'accent sur les questions de bonne gouvernance, de bonne gestion, que justement d'annoncer peut-être la création d'une compagnie aérienne de ces trois pays-là? Moi, pour juste ramasser, je me dis que les projets se tiennent. Et moi, je ne parle pas par ordre de priorité. Parce qu'actuellement, comme on l'a dit, on a lancé des idées. Et en bon économiste, on ne peut pas mettre en place un projet ou une infrastructure sans avoir fait en amont l'étude de faisabilité et autres. Et même le cycle, c'est de la maturation même du projet. Mais il faut partir d'un concept. Est-ce que l'étude de faisabilité a été faite? Non. Actuellement, nous sommes dans la phase de préparation, dans la phase d'idée. Donc, il faut d'abord soumettre l'idée. On ne fait pas l'étude de faisabilité sur rien, à partir de rien. Non, il faut d'abord avoir quelque chose. Maintenant, après, on peut parler de la question de la priorisation. Qu'est-ce qu'on fait avant? Et moi, je dirais même que tous les projets, ce ne sont pas des projets qu'ils vont pouvoir réaliser dans le temps de la transition. Non, c'est des projets intergénérationnels qui ont été décidés. Et il faut que, comme il l'a dit au début, il faut que l'Afrique ose. Il faut qu'aujourd'hui nos pays puissent oser. Et pour moi, c'est vraiment des idées qui sont lancées. On va commencer par les étudier. Et ce qui est faisable maintenant, on va le faire. Ce qui n'est pas faisable maintenant, qui peut être faisable dans 10 ans, on va le faire dans 10 ans, ainsi de suite. Comme on peut commencer un projet aujourd'hui, et puis bon, à la suite, moi je prends par exemple les routes dont Dr m'a fait cas. Effectivement, on va construire des routes, puisqu'on a dit qu'on va faciliter même les corridors d'approvisionnement. On va faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ça veut dire que quelque part, on va aider quand même à développer les circuits, les réseaux routiers. Maintenant, il y a même le réseau ferroviaire qu'on va développer. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire en même temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver un point par où commencer et maintenant enchaîner avec les autres actions. L'autre aspect, c'est qu'on s'est aussi rendu compte, vous savez, l'AIS a été, pour moi, ça a été une nécessité qui a été imposée par même le comportement de certaines organisations, de certains partenaires. À un moment donné, il y a des partenaires qui se sont retirés avec les financements. Mais aujourd'hui, effectivement, vous ne pouvez plus compter, vous ne pouvez pas compter sur l'extérieur pour vous développer. Donc, le fonds d'investissement, le fonds de stabilisation dont on parle, normalement, sera dédié au financement des grands projets structurants bénéficiant aux communautés de ces trois pays.
Le fonds d'investissement, la banque d'investissement, par contre, sera redirigée vers le secteur privé des opérateurs économiques de ces 3 pays, donc pour développer l'activité économique. Maintenant, quant à la gouvernance ou à la gestion de ces fonds, de ces banques-là, je crois que tout ça, ce sont des réflexions et ce sont des instruments qu'il va falloir développer et mettre en place. Vous l'aurez même constaté, on a parlé aussi de battre la monnaie. On parle du million monétaire. Voilà. Donc, du coup, ce sont des projets, par exemple, quand vous prenez la transformation industrielle, on ne peut pas nourrir l'industrie sans énergie. Donc, la souveraineté énergétique, alors qu'il y a un gros problème à ce niveau. Voilà, c'est primordial. Si aujourd'hui, on a bien relevé que le taux de couverture en électricité est très faible dans nos États, dans nos 3 États. Donc, il faut travailler à le relever. Mais le relever avec quoi? Avec l'énergie thermique que nous avons ou bien avec les quelques plaques solaires que nous achetons de l'extérieur. Non, il faut travailler à ce que nous avons, nous puissions l'exploiter pour avoir l'énergie et nourrir enfin cette transformation industrielle tant voulue. Sinon, on passera le temps à dire non, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Et finalement, bon, on n'aura que nos larmes pour pleurer parce que personne ne viendra nous sortir de là. En même temps, est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qu'est le potentiel économique de ces 3 États-là? Même quand on annonce ces grands projets, ces grandes recommandations, notamment la création d'une compagnie aérienne. Et mon Douanier le disait tout à l'heure, peut-être pour le paraphraser, il faut rêver grand, il faut annoncer de grands projets, même si c'est dans 10 ans qu'on va les exécuter. Dr Zumba. Oui. Alors, je suis d'accord avec lui, comme je l'ai dit au début, sur le fait de rêver, sur le fait d'oser. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est le meilleur moment pour rêver. Comme je l'ai dit, une crise inédite comme ça. Je ne souhaite pas qu'on connaisse encore des crises de ce genre. Et c'est dans ce type de crise-là qu'il faut vraiment oser. Et puis, voilà. Donc, je suis d'accord sur ça. Mon problème, c'est la rigueur, c'est le sérieux à faire les choses. C'est ça mon souci essentiel. Vous dites que dans l'élaboration, dans voilà. la préparation... Alors, donc, sinon, effectivement, comme je l'ai dit, il y a certains projets pour lesquels je partage la nécessité d'envisager, sous réserve de comprendre la vision qu'il y a derrière. Lesquels, par exemple? Le fonds de stabilisation, par exemple, je suis d'accord sur ça. Comme je l'avais dit, le cadre juridique, je suis d'accord sur ça. Si on prend aussi peut-être la question énergétique, je suis d'accord qu'il faut oser sur ces éléments-là. On parle d'une industrialisation commune à ces 3 pays-là. Il y a également la question de la centrale nucléaire, on n'en parle pas assez. Oui, pour moi, ça rejoint la question de l'énergie. Donc, je pense que on peut... Ce sont des projets qui sont réalisables dans l'immédiat où il faut justement juste émettre l'idée et puis et essayer de voir comment justement les mettre en œuvre. Oui, oui. Allez-y. Je pense que c'est possible, mais effectivement, dans ce cadre-là, ça rejoint un petit peu la question que vous avez posée par rapport au potentiel. Et je pense que peut-être la réflexion sur les priorités devrait aussi nous ramener peut-être à, même si je prends l'industrialisation, je comprendrais par exemple qu'on ose les 3 pays, bon, si vous prenez par exemple le Burkina et le Mali en particulier, la production d'or. Si les 2 pays se mettent ensemble, on sait donc le volume de production d'or que nos 2 pays ont. Donc on peut par exemple se dire qu'on peut avoir un projet structurant sur la transformation du coton par exemple. Je parlais du coton d'abord. Le coton tout comme l'or. Donc tout ça on a des potentialités encore. Au lieu que le Burkina fasse sa raffinerie ici, le Mali fait sa raffinerie là. Pourquoi on ne fait pas une bonne raffinerie en même temps pour faire des vrais, au lieu de faire les trucs individuellement. Ça, c'est des projets sur lesquels moi je serais peut-être plus sa première usine de raffinerie. Le Mali aussi a ça. Et moi je trouve que dans le cadre de la coopération économique, on aurait pu, pourquoi pas, le faire ensemble. Alors sur justement le potentiel économique de ces 3 pays, Aimant Douanier. Oui, ce qu'il faut dire, c'est des pays qui ont beaucoup de similarités, déjà sur les potentialités économiques. Mais il y a quand même toujours
une plus-value à se mettre ensemble quelque part. Parce que c'est aussi des pays qui partagent des frontières assez longues et qui aussi ont une histoire commune. Et si je prends juste le cas du Burkina, que ce soit la centrale nucléaire, que ce soit un autre projet, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est la souveraineté énergétique. C'est-à-dire, ce n'est pas tant le projet central nucléaire que moi je mets en avant. Au-delà de ça, si on trouve que ce n'est pas mature et que ce n'est pas rentable pour les trois pays, nous avons le soleil. On peut développer des centrales, des champs solaires pour pouvoir combler le gap énergétique. Ça fait des années qu'on en parle. Mais justement, il n'y a pas eu de réelle volonté. Okay. Même au Burkina, il n'y a pas eu de réelle volonté. On en parle, mais bon, quand vous regardez nos champs solaires, là, ce n'est pas à la hauteur des attentes. Pour moi, il faut être ambitieux. Et être ambitieux, c'est vraiment de faire des choses pour nourrir l'économie. Et l'économie a besoin de beaucoup d'énergie. L'autre aspect, c'est que quand même, si on développe les échanges commerciaux entre ces trois pays, parce que vous prenez le Mali, c'est un pays à haut potentiel, j'allais dire, agricole. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Les trois pays ont une similitude. Voilà, on a des potentiels aussi en termes d'élevage. Donc, pour moi, par exemple, au lieu d'exporter des animaux et même de perdre le cuir et autres, ce sont des aspects comme ça qu'on peut, j'allais dire, utiliser, valoriser et travailler, par exemple, les souliers, travailler des chaussures pour que nous n'exportons pas tout ceci là, dans nos pays. Et ça va être fait, ça va être des sources de création d'emplois. Et justement, on va voir quand même que le développement économique va prendre quelque part. Donc pour moi, c'est possible qu'il y ait une union économique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays. Et c'est même, moi j'allais dire que c'est une nécessité, parce que depuis longtemps, moi j'ai fait le constat, l'Afrique est peu intégrée. Et les organisations qui ont été mises en place pour renforcer cette intégration-là n'ont pas fait le boulot. Et j'irai même plus loin que, même au niveau de chaque pays, je prends le Burkina, on est peu intégré au Burkina. Certes, on peut connaître, mais on n'a pas, c'est-à-dire on ne connaît pas la culture des autres. C'est-à-dire on les voit, bon, on dit c'est beau, c'est bon, mais on n'apprend pas à les connaître. Donc on est peu intégré. Et c'est ce qui fait le défaut en Afrique. Et c'est ce qui aussi nous empêche de nous développer. Parce que quand vous êtes ensemble dans une nation que vous ne vous connaissez pas, comment vous pouvez tirer profit des potentialités de l'autre et des diversités de l'autre? Non, ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, bon, c'est que ces trois pays-là puissent justement, j'allais dire, tirer profit des diversités, des potentialités que chaque pays a. Alors, Dr Zumba, quel avantage y a-t-il pour ces trois pays d'aller à une union économique? Alors, déjà, comme il a relevé, je pense que tous ces trois pays, les indicateurs macroéconomiques, comme ils aiment le dire, sont quasi similaires. Donc, il y a une certaine facilité à s'intégrer, en tout cas avoir une intégration beaucoup plus facilement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ces trois pays également sont dans des situations que j'allais dire, pour leur survie même, ils ont intérêt à faire cette intégration-là. Donc ça, c'est le deuxième élément. Mais tout ceci dit, autant je suis d'accord, je souhaite qu'on le fasse, je ne souhaite pas non plus que ça soit une union vraiment pour rester entre nous. Il faut qu'on ait une vision pour travailler avec les autres. Sinon, ça peut être difficile même après, comme il avait relevé, on est dans quand même tous les trois pays, on n'a pas accès à la mer, il y a beaucoup de chocs extérieurs qu'on connaît, et donc c'est pas toujours facile. Si on se met dans une logique d'union, oui, si on se met dans une logique d'union, en étant plus ou moins je ne vais pas dire en guéguerre, en tout cas avec les voisins et autres. Donc, il faut que ça soit préservé. Sinon, si on va tout casser, sortir plus ou moins de la CEDEAO et qu'on va taxer nos commerçants qui rentrent en Côte d'Ivoire,
qui rentrent au Bénin, ainsi de suite, je ne suis pas sûr que non seulement les commerçants seront capables de tenir, encore des populations qui triment, n'est-ce pas, pour... Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut... C'est pour cela que la réflexion stratégique, elle est importante. Il ne faut pas agir parce qu'il y a une opportunité simplement. Il faut donc voir... Comment ces pays font pour mettre en commun, justement, leurs moyens, mutualiser les moyens communs, vous avez relevé? Je crois que, justement, c'est la question qui doit être traitée en premier, parce que pour faire fonctionner il y a dit ce regroupement-là, cette entité-là, on a besoin de ressources. Et il faut définir, j'allais dire, les modalités de financement justement de cette alliance, où il y aura certainement des prélèvements communautaires au niveau de chaque pays. Chaque pays va apporter sa part contributive pour pouvoir financer dans un premier temps l'AES. Mais ce qu'il faut aussi dire, et là je suis d'accord avec Dr Zumba, c'est qu'il faut une certaine sincérité en y allant à cette organisation. Parce que ce n'est pas parce que le contexte nous le dicte, ce n'est pas parce que c'est une opportunité d'être ensemble, tout simplement parce qu'on a les mêmes régimes actuellement, régime militaire et non constitutionnel, qu'on va se lever et puis dire, bon, on crée quelque chose, on se met ensemble et on laisse les autres. Non, en se mettant ensemble, c'est de regarder loin, c'est de dire aussi que au-delà de tout ça, nous sommes quand même dans un monde entier, et un monde entier globalisé. Aujourd'hui, on ne peut plus penser son développement sans regarder les autres, sans regarder les autres pays. Et on est déjà dans d'autres organisations. Moi, je n'allais pas, en tout cas, recommander qu'on claque la porte et qu'on vienne s'enfermer dans notre espace, le Liptako Gourma. Mais qu'on travaille à ce que, justement, le Liptako Gourma, à un moment donné, c'est-à-dire que ces trois pays-là aient une force en étant ensemble. Même au sein de la CEDEAO, au sein de l'UEMOA, qu'on puisse dire, ah, vraiment, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Et ça va renforcer. En même temps, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut être dans une intégration économique et monétaire du Liptako et être justement dans l'UEMOA? Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Oui, je pense que c'est possible. Dans tous les cas, on a... Bon, de l'UEMOA, autant, par exemple, vous avez le Ghana, par exemple, qui a sa monnaie et qui est dans la CEDEAO, je ne vois pas, ça ne pose pas de problème à soi. Voilà, mais comme on le dit, il faut une certaine sincérité et vraiment une certaine vision. Sinon, voilà, ça paraît comme si, vous voyez par exemple dans les annonces qui ont été faites, il y a l'annonce par exemple d'une éventuelle création de monnaie commune pour les trois pays. Pour moi, une telle annonce, je ne pense pas que c'était indiqué de le faire. Parce que je ne trouve pas que c'était... On fait preuve de solidarité avec les autres pays de l'UEMOA qui ont le CFA en commun. Voilà, parce que c'est peut-être parce qu'on est dans une situation où la monnaie n'est pas fluctuante. Sinon, c'est des choses qui peuvent avoir des impacts. Voilà. Le fait de faire des annonces comme ça, c'est des choses qui peuvent avoir des impacts sur le marché, par exemple. Bon, et là, bon, nous on sort, on l'annonce comme ça, c'est pas... Voilà. Donc ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes. Bon, voilà. Pour l'instant, je crois que ça n'a pas posé de problème. Oui. Mais en même temps, pour ce qui est de la monnaie, pour ce qui est de battre sa monnaie, c'est de la souveraineté économique, monétaire. C'est peut-être même la dernière étape de l'intégration économique de ces trois pays-là. Alors, l'éventuelle création, est-ce que ça peut poser des problèmes justement à ces pays? Comment ces pays-là peuvent battre leur monnaie, avoir leur propre monnaie? Vous savez, hein, la question de la monnaie, moi je dirais que c'est une question simple, mais tout aussi complexe. C'est vrai que l'UEMOA a un peu fâché ces trois pays qui vivent des situations difficiles ou des périodes difficiles avec l'insécurité et qui a conduit justement au coup d'État que nous avons connu dans ces trois pays, et lesquels coups d'État ont fait suite, parce qu'on a rompu avec les principes de régime démocratique, on fait suite à des sanctions jugées inhumaines. Moi-même, je trouve que ce ne sont pas des sanctions justes, parce que quand à un moment donné, on vous laisse vous débrouiller seul,
Et il ne faut pas qu'on s'étonne que vous commencez à prendre les rênes même de votre destin. Et aujourd'hui, il faudrait aussi que l'UEMOA, moi je crois que c'est un signal qu'on a envoyé. Si l'UEMOA veut continuer, aux deux. Parce que si les deux organisations veulent continuer sur cette lancée d'être les bourreaux de leur pays membre, je crois que c'est la dislocation qui a commencé. L'autre aspect, j'allais dire que ça relève même de la souveraineté de nos pays et du contrôle même du développement économique. Battre sa monnaie. Mais il y a des implications. Les implications, c'est quoi? C'est que on a comme l'impression que battre sa monnaie, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, vous prenez la Mauritanie, c'est un petit pays, la Mauritanie a sa propre monnaie, le Ghana a sa propre monnaie, et c'était au sortir des indépendances. Nous pouvons le faire, mais il y a des préalables à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut penser aux instruments de gouvernance de cette monnaie, à la banque d'émission de cette monnaie, à même, comment on appelle ça, à l'adossement de cette monnaie-là aux autres monnaies en circulation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport au CFA? Si le CFA va cohabiter avec toujours cette monnaie, qu'est-ce qu'on fait avec le dollar? Qu'est-ce qu'on fait avec l'euro? Est-ce qu'il y aura de la convertibilité? S'il n'y en a pas, bon, ça peut nous desservir à un moment donné, comme ça a été le cas au Ghana. L'autre question, c'est est-ce que ces pays-là sont capables de mobiliser leurs réserves d'or et de devises pour garantir cette monnaie? Et allez-y, oui. Benjamin. Alors, oui, je pense que sur la question de la monnaie là, moi peut-être ce qui m'interpelle, les éléments sur lesquels je pense que voilà, on peut affiner la réflexion, pour moi il y a deux éléments. La première chose, pas forcément que c'est la plus importante, la première chose c'est notre capacité. Je comprends, il y a des petits pays entre guillemets qui gèrent leur monnaie. Mais je ne sais pas si on a aujourd'hui, les trois pays là, réunis, donc on a toutes les capacités, les ressources humaines, les experts nécessaires pour soutenir cela. Je sais qu'on a des experts qui sont dans ces banques-là, sachant qu'aujourd'hui, ces banques ne seront pas forcément, comme la BCAO ne serait pas forcément en odeur de sainteté, avec nous. Est-ce que ces compatriotes seront capables déjà qu'ils ne sont pas nombreux, hein, voilà. Et encore, est-ce qu'ils pourront venir soutenir ça? Ça, c'est un élément sur lequel il faut vraiment réfléchir aussi. Nos capacités humaines. Des experts de ces trois pays qui sont oui. Au niveau de la BCAO? Oui, parce que c'est une expertise à part entière. Est-ce qu'on a l'expertise? Est-ce qu'on sera capable de mouiller l'expertise pour le faire? Ça, c'est ma première... à l'échelle des trois pays, on n'a pas l'expertise pour penser, pour avoir une monnaie propre à ces trois pays. Ce n'est pas pour penser seulement, mais pour gérer. Voilà, construire les instruments, ainsi de suite, comme il le dit. Bon, c'est quand même... et sans oublier le contexte dans lequel nous sommes. Donc, nous sommes dans un contexte où tous ces pays sont fragilisés. Est-ce que nous aurons les ressorts nécessaires pour stabiliser l'économie? Vous voyez, il prenait l'exemple du Mali. Le Mali avait voulu quitter justement l'UEMOA. Mais je pense que l'une des raisons pour laquelle le Mali est revenu, c'est sa capacité à stabiliser l'économie. Voilà. Ils n'étaient pas forcément capables de stabiliser l'économie. Donc c'est ce qui a conduit au retour. Maintenant, nous qui sommes déjà dans une situation quand même assez fragile. Avec le Mali, c'est là son Mali, oui, je parle des trois. Voilà. Actuellement, est-ce que si on ose actuellement, on pourra stabiliser nos économies? Vous n'y croyez pas trop? C'est possible, dans tous les cas, comme je l'ai dit, mais je pense qu'on doit en tout cas affiner la réflexion avant de s'engager vraiment dans le projet. Donio, un mot rapidement. Oui, il faut dire que je suis d'accord, hein, mais pour moi, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on peut mener la réflexion, on dit qu'on va à une monnaie de façon résolue, mais bon, si à un moment donné, on se rend compte que même dans 2 ans, on ne pourra pas battre notre propre monnaie, bon, on a quand même lancé l'idée et on a commencé à réunir les préalables pour pouvoir battre la monnaie là à un certain moment. En même temps, le fait de lancer, ça a des implications, comme il a dit. Tout à fait.
Et les implications, pour moi-même, c'est d'abord la souveraineté monétaire et la maîtrise de notre économie et des agrégats macroéconomiques. Parce qu'aujourd'hui, bon, je dirais que on n'a même pas, même le financement de notre économie, on ne sait pas quelle quantité de monnaie est émise, comment on fait, voilà. Souvent, on est au dictat un peu du trésor français par rapport même au fléchage avec les autres monnaies. Donc, c'est à nous aussi de prendre le destin en main. Okay. Benjamin, vous voulez réagir rapidement? Oui, bon, sur ça, je pense qu'on peut effectivement être d'accord, en tout cas sur la question de la souveraineté monétaire. Ne serait-ce que moralement, on a envie d'avoir notre propre monnaie. Voilà. Et ça, c'est un gain dont on ne peut pas calculer qu'on peut avoir. Donc, je suis d'accord que c'est important. Merci, voilà. Docteur Nongeneba Benjamin Zumba, docteur ancien de gestion, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, spécialisé sur la question de stratégie et d'entrepreneuriat. Herman Odouagno, expert en finances publiques, secrétaire exécutif du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir.